C'est sous haute surveillance et sans inauguration officielle que la Cité nationale de l'histoire de l'immigration ouvre ses portes. À New York, le musée de l'immigration d'Ellis Island est ouvert depuis 20 ans. Mais ce n'est que le 10 octobre 2007 que la France, deuxième pays d'immigration au monde, ouvre le sien. C'est dans l'ancien palais des colonies que ce nouveau musée national s'est installé. À la fois musée d'histoire et de société, cette institution a pour vocation de retracer 200 ans d'histoire de l'immigration en France et de faire évoluer ainsi les regards et les mentalités. Mais par une étrange coïncidence, à l'heure où les premiers curieux se pressent devant les grilles, un projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration vient d'être adopté par l'Assemblée nationale. Cette loi impose des tests ADN aux immigrés candidats au regroupement familial. Allez. Bloqué entre les discours électoralistes et la gestion politique des flux migratoires, ce nouveau musée aurait pu ne jamais voir le jour. Qu'est-ce que vous entendez par modernisation? C'est-à-dire quand la France s'est modernisée? Attends, construction. En 19, on n'apparaît toujours pas. C'est date d'arrivée quand même. On n'apparaît toujours pas. Ouais, mais bon. Ma mère, elle était là. Bon, pas en 31, mais. Mon père, elle arrive en 78. Bah, c'est un peu normal s'ils sont pas là. Parce qu'ils étaient encore français. Donc ils ne sont pas considérés comme immigrés. Et le fait de donner aussi gracieusement donc, aux visiteurs donc, cette œuvre, c'est aussi pour la faire voyager donc, à son tour. Voilà, monsieur, merci. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'un musée de l'immigration? Comment raconter une histoire vieille de 200 ans, sachant qu'un quart des Français a un arrière-grand-parent d'origine immigrée? Chaque communauté sera-t-elle représentée? Les questions d'actualité seront-elles abordées? Il y a la définition simple que je donne un petit peu tout le temps, c'est que c'est à la fois un lieu où se transmet la connaissance sur l'histoire de l'immigration et aussi où on essaye de faire reconnaître le rôle des étrangers dans la construction du pays. Mais on peut dire aussi que la cité, c'est un musée et pas seulement un musée. On aimerait être les premiers à inventer une nouvelle forme de musée. Je crois que très classiquement, tous les musées s'inspirent un peu du modèle inauguré par Beaubourg, à savoir un cœur qui est un musée national, et puis autour toute une série d'activités en plus qui vont de la connaissance à d'autres formes d'expression artistique. L'exposition permanente, intitulée Repères, retrace les étapes qui jalonnent l'itinéraire d'un migrant. L'exil, la confrontation avec l'État et la société française, le travail et les luttes politiques et syndicales. Ces sujets sont abordés à travers le parcours de femmes et d'hommes qui sont venus des 4 coins du monde pour construire l'histoire de France. En 2003, les collections du Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie, le MAO, quittent le palais de la Porte Dorée pour rejoindre le musée du Quai Branly. Seuls, les plus anciens locataires du palais sont restés, les poissons de l'aquarium tropical. Le plus vieil aquarium de Paris fut construit en 1931 afin de montrer au public de l'époque
la richesse de la faune aquatique des colonies. Près d'un siècle plus tard, ce palais a vieilli. Inadapté aux nouveaux impératifs d'accessibilité et de sécurité, des travaux sont indispensables. Ce musée cherchait une nouvelle vocation. C'est avec cette cité de l'histoire de l'immigration qu'il va la trouver. Depuis 2 ans, les membres de la cité travaillent disséminés dans des bureaux parisiens en attendant de s'installer au palais de la Porte Dorée. Aujourd'hui, ils découvrent pour la première fois leur nouveau lieu de travail. Parce qu'en fait, les cartons de la Torongo, ils sont déjà arrivés. Moi, j'ai déballé les murs. Et de la cité. Je la trouve pas. Salut. Bon, tu as vu ton bureau? Non, j'ai rien vu. J'ai pas du tout vu les bureaux. Bon, allez, viens. Bah, c'est pas mal. Hein. Oui. Il y a surtout ça. Oui, surtout le musée, voilà. Voilà. De ce côté-là, la 13A. Voilà. Absolument, c'est le musée. Ok. Tandis que les camions arrivent, certains visitent un peu intimidés ce musée d'un autre âge, où chaque fresque témoigne du passé colonial de la France. Après avoir envisagé de s'installer à la Grande Arche de la Défense, puis à la Bourse du quartier des Halles, c'est dans ce musée inoccupé que la cité s'est finalement implantée. Ici, c'est mon bureau. Ici, le bureau de Jacques Toubon, salle de réunion. Voilà. Avec les chaises années 30 de l'inauguration de l'exposition coloniale. C'est les chaises d'origine. Ouais, elles sont belles, hein. Oui. C'est là, je t'ai dit. Musée. L'idée de ce musée est née au milieu des années 80. À l'époque, des jeunes issus de l'immigration partent de Marseille et montent vers Paris à pied pour répondre pacifiquement à des crimes racistes perpétrés en France. La marche pour l'égalité et contre le racisme sera le point de départ de nombreux projets comme celui de l'association Générique, dont le but est de regrouper les archives et le patrimoine liés à l'histoire de l'immigration. On est dans un climat un peu particulier que je qualifierais de paradoxal. Enfin, d'une part, à mon avis, il y a déjà, même si la société n'est pas consciente de cela, un processus de reconnaissance de ces populations, notamment des jeunes issus de l'immigration. De fait, la marche des beurs, c'était un grand succès, disons transcourant. En tout cas pour les gens de ma génération, qui connaissaient un peu l'histoire de l'immigration maghrébine et de manière générale de l'immigration, qui avions nous-mêmes été militants dans les années de l'après-mai 68. Donc, qui connaissions un peu la profondeur aussi de cette histoire, qui savions que cela ne faisait pas que commencer là, autour de la marche et de ce qu'on est suivi. Eh ben, c'est là qu'on pense qu'il faudrait créer une structure qui puisse être en même temps une agence culturelle, c'est-à-dire qui produise, disons, des produits culturels de qualité et scientifiquement incontestables. À la fin des années 80, le Front National, jusqu'alors groupuscule d'extrême droite, fait son apparition sur la scène politique. Eh bien, moi, je pense que la question de la nationalité, de l'identité nationale et les questions annexes, comme les questions de l'immigration, sont les questions qui seront au centre de la campagne électorale et les Français devront dire s'ils sont pour la France française ou pour la France étrangère. En réponse à la montée du Front National et aux thèses de son président qui voit dans l'immigration la cause de tous les malheurs de la France, des historiens et des chercheurs créent l'AMI, l'Association pour un musée de l'immigration. Je les commente en même temps que vous, je les apprends comme vous, 34 cas. Donc on s'est dit, ce pays est un pays qui s'est construit grâce à l'immigration. Nous commençons à le savoir en tant que chercheurs, mais il faut aussi un lieu de mémoire.
Nous avons été visiter un certain nombre de musées dès cette époque-là, Ellis Island ou d'autres expériences. Nous avons remis un rapport, nous avons sensibilisé les partenaires qui étaient la gauche à l'époque, au pouvoir, et on avait le sentiment que c'était jamais le bon moment. Le rapport de cette association est sorti au début des années 90. C'est le moment du reflux pour des raisons, je pense, strictement politiques. C'est le moment où le Front National arrive dans le paysage et tout le monde commence à trouver, en tout cas dans les partis politiques, que bon, le métissage culturel et la France de toutes les couleurs, c'est très bien, mais qu'il ne faut pas trop en parler, que ça fait perdre des voix, etc. En juin 1998, c'est en finale de la Coupe du monde de football que l'avenir de la future cité va se jouer.